Ah, faut que j'arrête le... Ouais, je Ouais, c'est pense. bon. Alors, est-ce que c'est partagé là? Oui. Ouais, c'est bon. Ok, super. Donc là, voilà, je vous ai un petit peu expliqué comment c'était venu, de manière un petit peu plus, hop, si vous voulez un peu suivre le fil rouge de mon intervention, en fait, j'aimerais vous montrer un peu cette incarnation d'une stratégie d'action robuste dans une PME en France vis-à-vis de ce qu'on appelle les grands challenges, ou l'action climatique, ou les contributions sociétales. Pour que vous suiviez un peu mon intervention, je voudrais faire en 3 points. Un premier point autour un peu du contexte, qui a été le mien pendant ma thèse, et je pense qu'il y a encore le même contexte aujourd'hui. En deuxième point, je voudrais un peu vous parler de l'histoire de l'étude de cas que j'ai réalisée pendant ma thèse, donc une entreprise qui s'appelle Ulteria. Et en troisième point, je voudrais vous faire ce lien explicite un peu entre le cas de cette entreprise, sa trajectoire stratégique et cette question d'action robuste appliquée à ce qu'on appelle les grandes challenges. Si jamais vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas, hein, je vous vois peut-être pas forcément toutes et tous, mais pas de souci pour interagir parce que voilà, c'est un cas très riche. J'essaye d'aller dans les détails pour aussi vous rendre un peu la finesse du cas. Donc, si vous avez des questions de compréhension, surtout, n'hésitez pas. Alors, comme je dis, moi, j'ai commencé ma thèse en 2017 et déjà, en fait, on avait un contexte un peu de société où on avait beaucoup d'entreprises, de mouvements d'entreprises qui se posaient la question de comment elles pouvaient contribuer à des objectifs sociaux, environnementaux, sociétaux, avec un peu cette idée d'aller au-delà de la maximisation du profit, enfin, toutes ces vieilles théories qu'on connaît. Et donc, vous avez comme ça plusieurs mouvements qui ont été mis en œuvre, qui ont essayé de fédérer des entreprises un petit peu autour de cette idée que comment on fait finalement, nous, entreprises, PME, plus grandes entreprises, TPE, etc., pour contribuer à des enjeux de société. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, là, peut-être que vous avez entendu parler, mais The Shift Project, c'est notamment une organisation qui tourne beaucoup autour de Jean-Marc Jancovici, qui lui, en fait, a un discours autour de cette idée que si on veut avoir des organisations qui sont compatibles avec les enjeux climatiques, il faut absolument mesurer, contrôler leurs émissions carbone. Et donc, il développe des outils avec ça. Et en bas, la Convention des entreprises pour le climat, peut-être que vous avez aussi entendu parler, c'est une association d'entreprises qui est née après les conventions climat qui avaient été lancées notamment par notre président Emmanuel Macron lors de son premier mandat pour pousser des initiatives citoyennes en faveur du climat. Et donc, une émanation de ça, c'est la Convention entreprises contre le climat et une association qui cherche un peu à faire monter en compétence les dirigeants, les cadres des entreprises autour de la question du climat et des enjeux climatiques. Et ils essayent beaucoup, en fait, de pousser un rapport un peu sensible à la nature, notamment pour les entreprises, pour les pousser à faire évoluer leurs pratiques, notamment les plus polluantes. Donc, le contexte dans lequel moi j'évolue, c'est celui-ci. C'est une entreprise qui est très au fait de ça, qui s'appuie beaucoup sur ces associations-là pour se former, etc. Et dans ce mouvement-là d'entreprise, il y a vraiment un mot-clé, une sorte de mot d'ordre, un watchword, comme disent les Anglais, qui est en gros, il faut tout changer. Il faut changer nos modèles économiques, il faut changer la manière qu'on a de produire, il faut vraiment prendre conscience des impacts que le monde organisationnel, que les entreprises peuvent avoir sur le vivant, sur les humains, et donc il faut changer de modèle d'entreprise. Et donc vous avez plein de nouveaux modèles un peu qui sont à profusion, qui sont partagés dans ces sphères entrepreneuriales d'entreprises-là, et qui parlent tantôt de modèles d'économie circulaire, d'entreprises régénératives, de limites planétaires, d'économie symbiotique, etc. Et qui convergeaient plus ou moins vers cette idée d'un nouveau modèle de l'entreprise. Alors moi, j'ai beaucoup entendu parler pendant ma thèse de cette idée de perma-entreprise ou d'entreprise régénérative ou d'entreprise symbiotique, où on a en gros une entreprise qui suit un peu des principes éthiques, donc qui n'est plus dans cette idée de maximisation du profit, mais qui essaye plutôt de concevoir son action comme un bien commun et essaye de préserver à la fois les humains, la planète et de se fixer un peu des limites dans son activité. Euh, donc, si vous voulez, l'environnement un peu des idées intellectuelles, etc., dans lequel j'ai évolué pendant ma thèse avec mon terrain, c'est un peu celui-ci, si j'essaie de vous le donner en 2 minutes. Et donc, l'entreprise que j'ai suivie aussi. Et moi, en fait, en tant que doctorant, ça me questionnait beaucoup parce que j'avais l'impression d'être devant un labyrinthe de théories qui se font concurrence les unes des autres, qui disent plus ou moins la même chose et qui en plus ont du mal à atterrir dans des opérations concrètes.
qui ont du mal à vraiment pousser les organisations et les entreprises à opérer des changements concrets dans leur stratégie, dans leur manière de faire, dans leur moyen de produire, dans leur manière de faire du marketing, etc., etc. Et donc, c'est là où moi j'ai suivi ça, et en même temps, j'ai lu ce fameux papier sur l'action robuste, euh, qui s'est beaucoup en fait appuyé sur l'article que Johan vient de vous présenter, hein, celui des historiens, Padgett et Ansel, où on a donc des chercheurs en management stratégique qui ont récupéré cette idée d'action robuste, euh, et qui ont dit en gros, voilà, si on veut essayer de créer des actions stratégiques pour que des organisations, des entreprises puissent contribuer à des enjeux de société, que ce soit des enjeux sociaux, environnementaux, humanitaires ou que sais-je, bah, il faut que des organisations arrivent à mettre en place de manière conjointe ces trois types de stratégies que vous voyez à l'écran. Donc, cette histoire de concevoir un peu une organisation, une architecture au niveau de sa structure qui soit ouverte, qui soit participative, mettre en place des expérimentations en lien avec ces questions, ces enjeux des grands challenges sociaux, environnementaux, etc. Et réussir à développer un discours stratégique qui soit, alors toi, tu as parlé de plurivocité, on peut parler de multivocité aussi, enfin pour moi c'est un peu synonyme. Donc cette capacité d'avoir un discours qui permet de parler à plusieurs types de personnes, à la fois des acteurs politiques, des acteurs économiques, peut-être des artistes aussi, des citoyens, pour que tout le monde adhère quelque part au discours que l'entreprise est en train de faire. Et donc je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qui se passe si moi, dans l'entreprise que j'étudie, j'utilisais un petit peu ce cadre-là? Alors, pour vous compreniez bien le lien que j'ai pu faire entre la théorie et la pratique, et le cas que j'ai eu, il faut que je vous raconte un peu l'histoire de l'entreprise que j'ai investiguée. Donc l'entreprise que j'ai investiguée, elle s'appelle Ulteria. Son siège, enfin sa principale activité euh, se tourne autour de l'agencement de magasins. Donc ça veut dire que concrètement, ce sont des menuiseries qui produisent du mobilier en bois massif pour agencer les magasins, et notamment leur principal client, c'était les magasins bio. Donc si vous êtes déjà entré dans un Biocop, La Vie Claire, Naturalia, etc., vous avez très certainement vu du mobilier, hein, des magasins qui sont agencés par cette entreprise. Ok. Et donc c'est une entreprise qui fait partie d'un groupe, où il y a plus, enfin, plutôt, c'est un groupe qui du coup s'appuie sur plusieurs entreprises, dont la principale se situe dans Lyon, donc juste à côté d'Auxerre. Donc Lyon, c'est le département au sud de l'Île-de-France, que vous voyez là, en gros, avec à droite sa principale usine. C'est une entreprise, le groupe compte en gros 150 personnes, 150-200 personnes, et enregistrait 25 millions de chiffre d'affaires, pour vous donner une idée. Donc vraiment une PME, pas une grosse boîte. Et donc c'est une entreprise qui vraiment se situe même pas à Auxerre, à 10-15 km d'Auxerre, mais qui s'appelle Cravant. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans Lyon, mais c'est vraiment un territoire très rural. Voilà, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup d'activités économiques, mais voilà, il y avait cette entreprise-là. Euh, pour vous raconter un peu son histoire à cette entreprise, il y a plusieurs en fait points marquants, et c'est ça que je voudrais vous rendre un peu, qui expliquent en fait pourquoi cette entreprise à un moment donné a un peu modifié sa trajectoire stratégique pour aller vers cette idée d'action robuste. Donc, si je vous fais vraiment l'histoire, hein, dans les années 50, en gros, cette entreprise naît à l'aune d'une personne qui s'appelle Monsieur Franck, et qui crée donc une menuiserie dans un village qui s'appelle Cravant, donc à 10 km d'Auxerre, en gros, et qui fait vraiment un produit avec assez peu de valeur ajoutée, puisqu'il fait des cagettes, notamment pour l'industrie agroalimentaire et agricole. Donc, ils font des cagettes avec du bois de mauvaise qualité pour transporter les tomates, etc. L'entreprise va quand même avoir une taille assez importante dans les années 60-70. On va compter 200-300 personnes. Et on a vraiment une entreprise avec des conditions de travail difficiles, hein. Travail à la chaîne, usine dans le froid, etc., etc. Donc cette entreprise arrive à vivre jusqu'aux années 80 où elle fait faillite, une faillite financière, donc elle perd un peu ses principaux marchés. Elle est reprise, faillite, etc. Et c'est vraiment en 90, 91 même, que l'histoire moderne de cette entreprise va naître, puisque l'entreprise va être reprise par le fils du fondateur, donc encore un Franck. Ils vont changer de nom d'entreprise, ils vont l'appeler Mobilwood.
Ils vont la reprendre au début avec assez peu de personnes. On passe de 150, 200, 300 personnes à l'âge d'or à 30 personnes dans les années 90. Et c'est là vraiment que l'entreprise va opérer son virage sur cette idée de maintenant produire du mobilier. Et du mobilier notamment dans les années 90 pour les jardineries, puisqu'il y avait besoin, les jardineries ont besoin de mobilier notamment pour transporter les plantes, etc. Et à partir des années 2000, c'est à ce moment-là que l'entreprise va commencer à avoir comme clients les magasins bio. Alors, donc les Biocoop, etc., qui vont commencer à se développer pas mal dans les années 2000, à vraiment rencontrer leur clientèle. Donc, en début des années 2000, l'entreprise commence à investir ce marché des magasins bio. Et en 2006, l'entreprise est revendue à deux entrepreneurs trentenaires qui avaient entre 30 et 35 ans en 2006, que j'ai beaucoup côtoyé pendant ma thèse, et qui, eux, en fait, se rendent compte que l'entreprise est sur un marché qui est en pleine croissance. À l'époque, dans les années 2000-2010, le marché des magasins bio. Et donc, ils vont tout faire pour essayer vraiment de se positionner en leader de ce marché. Donc, ils vont développer des compétences clés pour verrouiller le marché et éviter que d'autres acteurs puissent pénétrer ce marché, le marché de l'agencement des magasins bio. Et donc, ça va passer par un passage de toute la production de meubles en bois massif, d'accord, pour le caractère écologique du bois. Il faut savoir que Biocoop, en fait, a un intérêt, c'est que Biocoop doit absolument se différencier de la grande distribution. La grande distribution, ils utilisent un agencement métal qui n'a pas une coloration écologique très forte. Biocoop, eux, ils ont cette idée de vendre des produits biologiques, des produits sains pour la santé, etc., qui se poussent sans pesticides. Donc, ils adaptent aussi cette image-là à leur mobilier, à leur agencement de magasin, et c'est pour ça qu'ils passent au bois massif. L'entreprise aussi se dote d'une force de frappe technico-commerciale pour vraiment pouvoir développer les magasins Biocoop dans toute la France, même en Belgique, un tout petit peu en Suisse aussi. Donc ça veut dire recruter des commerciaux qui ont un savoir-faire dans l'agencement de magasins et qui vont la semaine sur les routes pour aller démarcher les futurs dirigeants des magasins Biocoop. L'entreprise se dote aussi de compétences en architecture, notamment en architecture retail, parce qu'un magasin, quand vous le concevez, il faut le concevoir aussi en termes design, il faut concevoir le design des mobiliers, il faut concevoir l'implantation du magasin. Et ça, vous avez des architectes qui sont spécialisés là-dedans, donc ils embauchent aussi des architectes. Et ils contrôlent aussi une autre compétence clé qui va être l'impression numérique sur bois. Puisque vous savez, dans les magasins, dans la distribution alimentaire, de l'alimentaire, vous avez des magasins qui aussi ont une signalétique très importante pour guider notamment le consommateur. Et donc, pouvoir imprimer sur des beaux panneaux en bois massif, là où vous pouvez aller trouver les légumes, etc., ça demande un peu une compétence particulière, de l'achat de machines particulières qui vont aussi contrôler. Et dernière compétence clé qu'ils vont contrôler, c'est tout l'approvisionnement en Europe des dispositifs de vente en vrac. Si vous êtes déjà entré dans un Biocoop, vous avez dû déjà voir les rayons de vente en vrac, où vous avez des silos à gravité ou des bacs à pelle qui permettent de prendre les aliments ou même les liquides maintenant sans avoir besoin de passer par des aliments emballés. Et donc, eux, ils vont réussir à avoir un contrôle de l'approvisionnement pour l'Europe sur ces dispositifs-là qui vont leur donner un avantage considérable sur ce marché. Et donc, en fait, je passe un petit peu de temps, mais ce développement-là va leur permettre en fait d'assécher un peu tous leurs concurrents directs et de les racheter pour devenir vraiment une entreprise leader sur son marché d'agencement des magasins bio. Donc cette période-là, en fait, elle va en gros jusqu'au début de l'année 2010. Et au début, en 2014, il se passe un événement, ce qu'on appelle un turning point, quoi, un point de bascule extrêmement important dans l'histoire de cette entreprise. C'est que l'entreprise va recevoir, et notamment les deux entrepreneurs, une grosse proposition de rachat par un concurrent américain. C'est-à-dire aux États-Unis, vous avez aussi le développement du bio, États-Unis, Canada. Vous avez une grosse entreprise américaine qui se dit, mais en fait, on pourrait aussi investir l'Europe pour faire les agencements des magasins bio en Europe. Et il se trouve que la France, au début des années 2010, et toujours maintenant, est assez avancée sur cette question du développement des magasins bio. Et donc, ils se disent, on a un concurrent français, pourquoi pas le racheter pour ensuite, nous, se développer dans toute l'Europe
France, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, etc. La proposition de rachat, c'est quand même 10 millions d'euros qui est mise sur la table par les Américains. Et là, ça crée un peu un séisme chez les deux entrepreneurs, parce que c'est à ce moment-là où ils disent, mais bon, très bien, ça les remet en fait face à eux-mêmes, ça les remet face aux objectifs qu'ils assignent à leur vie d'entrepreneur et à leur entreprise, en fait. Et finalement, au moment de la proposition de rachat, la question qui se pose, c'est est-ce que je prends l'argent et finalement j'aurais simplement développé une entreprise pour au final faire monter sa valeur, la revendre et moi prendre mes 4-5 millions d'euros et vivre un peu tranquillement jusqu'à la fin de mes jours? Ou est-ce que je refuse l'offre et je vais plus loin et j'essaye de développer mon entreprise, non pas simplement pour qu'elle croisse et qu'elle soit une réserve de valeur financière, mais pour qu'elle contribue aussi à des enjeux de société qui vont au-delà de l'entreprise elle-même. Et donc, bien sûr, l'histoire fait que les deux entrepreneurs refusent la proposition de rachat. Et c'est là que naît cette espèce de nouveau défi entrepreneurial qu'ils vont se donner, Ulteria, où ils vont vraiment redéfinir pour leur entreprise un projet sociétal, en lien donc avec des enjeux de société forts. Et ça passe par plusieurs expérimentations qui vont arriver très vite. En 2016, ils lancent un nouveau modèle de management qu'ils vont adapter dans leur entreprise qui s'appelle l'holacratie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais en gros, ce sont des systèmes de management qui cherchent un peu à se départir d'un management qui serait hiérarchique, qui serait basé sur le contrôle, pour aller plutôt vers des formes décentralisées, participatives, ouvertes de management. Donc, on a déjà une entreprise en fait qui cherche à penser son ouverture sur son environnement. On a la cristallisation de ce projet Ulteria, je vais vous en dire 2 mots ensuite après, qui va être de créer sur un même site géographique une usine, donc une nouvelle menuiserie pour la production d'agencements, une école, notamment basée sur les philosophies Montessori, une ferme, une chèvrerie en l'occurrence, et cette idée un peu de maison éco-citoyenne. Donc on en a, vous voyez, une entreprise, une PME qui cherche un peu à penser son activité à travers plusieurs activités et à travers les liens aussi qu'il pourrait faire entre ces différentes activités à la fois économiques, éducatives, agricoles et citoyennes. Et puis on a un objectif aussi sociétal un peu sur le marché même de l'entreprise, où l'entreprise va se dire, mais en fait, on a peut-être un boulevard, on a des compétences extrêmement fortes sur cette histoire de marché du vrac, c'est-à-dire d'arriver à vendre des produits alimentaires, non alimentaires, sans emballage. Et donc, il faut réussir à le faire décoller. Et leur objectif, à partir du moment où ils refusent cette proposition de rachat des Américains, c'est de se dire, on va investir, on va mettre des moyens pour développer le marché du vrac en France et faire que même dans la grande distribution, les Carrefour, Auchan, etc., il n'y ait plus d'emballage pour vendre les produits alimentaires et non alimentaires. Donc vous voyez, il y a cette idée assez vite de contribuer à un monde en fait, où on n'aurait plus besoin d'autant d'emballage et donc on ferait quelque part moins de gaspillage, notamment dans ce marché de la distribution alimentaire et non alimentaire. Donc ça, si vous voulez, c'est l'histoire de cette entreprise. Et, et effectivement, hop, on a des... Pour moi, ce que ça montre, cette histoire, c'est qu'on a vraiment une entreprise qui va chercher à contribuer à des enjeux de société. Donc on le voit à plusieurs niveaux. On a des dirigeants qui sont un peu atypiques, qui se posent vraiment cette question de, je vous ai mis un peu une verbatim ici à l'écran que vous pouvez lire, où finalement ils font le constat d'un monde autour d'eux économique qui est, ils disent, en train de tomber. Donc un monde qui est un peu celui de la consommation, celui du profit, etc. Et ils théorisent un peu l'idée d'être dans une nouvelle ère, un nouveau paradigme, qui est celle de la frugalité, de l'intériorité, etc. Et ils se demandent comment on fait pour incarner un petit peu ces modèles-là dans leur entreprise. À côté de ça, c'est aussi des dirigeants, j'insiste beaucoup sur eux parce qu'ils sont assez atypiques, hein, qui, au cours de leur histoire entrepreneuriale, donc de 2006 jusqu'à 2017-2018, vont aussi développer une éthique des affaires très particulière. Les deux dirigeants, donc c'est deux amis à la base, ils partagent plusieurs valeurs communes
qui explique aussi pourquoi ce sont des dirigeants qui vont diriger leur entreprise vers cette idée de contribuer à des enjeux de société. Premièrement, c'est des dirigeants qui sont chrétiens, qui se revendiquent chrétiens, qui font partie de réseaux d'entrepreneurs chrétiens, hein, qui sont assez vivaces en France, et donc qui ont une certaine vision de l'entreprise. Alors, ils voient l'entreprise d'abord comme un type de structure sociale qui est là pour contribuer au bien commun et qui n'est pas là forcément pour faire de l'argent. Ensuite, par le marché qui vont par leur marché, cette entreprise va aussi, et notamment les dirigeants, vont beaucoup s'acclimater, s'acculturer aux valeurs du monde de la bio, notamment. Et le monde de la bio, c'est-à-dire les biocoop, toutes ces entreprises qui gravitent autour du monde de la bio, ce sont aussi des entreprises qui ont une histoire assez particulière. C'est un secteur qui a une histoire assez particulière, notamment celui de se substituer, d'être une alternative un peu au monde agricole traditionnel, qui utilise des pesticides, etc. Donc, en s'associant, si vous voulez, avec des magasins bio, cette entreprise va par capillarité aussi un petit peu s'acculturer à ces valeurs de la bio et les adopter. Là, je vous ai mis une petite image d'un documentaire qui s'appelle Après-demain. Peut-être que vous avez entendu parler d'un documentaire qui s'appelait Demain, qui a été réalisé au milieu des années 2010 par Cyril Dion et, euh, et Mélanie Laurent, une actrice, et qui mettait justement en avant des initiatives des initiatives économiques un petit peu alternatives dans différents secteurs. Et ce documentaire a eu un succès très important en France. Et ils ont tourné quelques années après un autre documentaire qui s'appelait Après-demain, où ils sont allés cette fois-ci en France pour aller voir des initiatives économiques un peu alternatives en France. Et Ulteria fait partie de ce documentaire. Ils ont une petite séquence où ils ont été filmés. Donc ça montre bien aussi comment ils ont été très vite un peu identifiés comme une organisation qui portait un peu des valeurs alternatives. Et en même temps, et c'est ça qui est marrant, c'est que c'est une entreprise aussi qui poursuit un peu le mythe de la start-up. Dans le sens où on a un des deux dirigeants, par exemple, qui a suivi un MBA, un Master de Business Administration à l'INSEAD, qui est une énorme école de commerce qui se situe dans le sud de Paris. Et donc, on a, vous voyez, des dirigeants un peu qui mélangent à la fois ces différentes éthiques. Et c'est ce mélange, en fait, de ces différentes éthiques, à la fois leur foi chrétienne, leur valeur de la bio, le mythe de la start-up, qui va transpirer, en fait, dans le projet sociétal de l'entreprise. À la fois autour de ce projet de combiner usine, école, ferme, et à la fois autour de ce projet de faire décoller un peu le marché du vrac en France. Alors, je vois qu'il est déjà 12h20, donc je vais essayer d'avancer un peu. Et donc, hop, juste pour vous dire deux mots un peu, à partir de là, du coup, donc l'entreprise, en fait, à partir du moment où elle va changer de nom pour devenir Ulteria, elle va vraiment poser son projet sociétal autour de trois grands piliers. Donc d'abord, elle va se donner une raison d'être, une sorte de mission pour l'organisation, qui est celle de devenir un écosystème créateur de valeur pour l'homme même vivant. Et elle va définir deux grands métiers dans lesquels elle va pouvoir agir du point de vue économique, qui est cette idée d'agencement de magasins et le métier du vrac. Et donc pour ça, ils vont se doter un peu de trois piliers forts. Être le plus innovant possible sur ces métiers, l'agencement, le vrac, développer un peu des systèmes de management, des systèmes d'organisation qui sont le plus participatifs, le plus ouverts possible pour faire le lien avec leur environnement, et assurer un développement territorial, rural fort sur leur lieu d'implantation. Je vous l'ai dit, hein, c'est notamment la principale usine est implantée dans un lieu très rural, et donc ils avaient vraiment à cœur de mettre du dynamisme un peu là-dedans. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont faire pas mal d'expérimentations managériales, organisationnelles. Ils vont mettre en place notamment l'holacratie. Donc, si vous avez des questions là-dessus, on pourrait y revenir. Sur les métiers, leurs métiers économiques, l'agencement, le vrac, ils vont beaucoup mettre en place des expérimentations autour de l'idée de pouvoir concevoir des agencements qui sont écologiques, qui n'utilisent quasiment pas de métal, qui peuvent être réutilisés aussi une fois que la fin de vie arrive.
qui sont donc éco-conçus, c'est-à-dire à partir de forêts qui sont gérées durablement. Ils vont beaucoup s'inspirer de philosophies du design, comme le biomimétisme par exemple, pour concevoir des espaces commerciaux qui sont les plus agréables possibles et les plus respectueux possibles de la nature. Ils vont beaucoup investir dans des concepts zéro déchet. Donc là, vous avez par exemple des silos à gravité en carton. Ici, vous avez des exemples de distributeurs en vrac pour des épices, pour éviter de les acheter des épices emballées, par exemple. Et puis, ils vont construire une usine qu'ils vont essayer de concevoir sous les principes du cradle to cradle, c'est-à-dire, encore une fois, d'utiliser des matériaux, le plus possible des matériaux dans leur usine qui soient déjà utilisés. Donc, réutiliser des matériaux euh, et faire en sorte de concevoir, en fait, dès le début de la vie de l'usine, sa fin de vie. Et au niveau donc, du développement territorial rural, bah, c'est vraiment ce projet-là qui mêle un peu cette idée d'une usine, d'une chèvrerie, d'une école, etc., qui va constituer un peu le cœur de leur projet sociétal. Donc, voilà un peu pour l'histoire, l'ambition, les premières expérimentations que cette entreprise met en œuvre. Et donc, c'est là, en fait, où je me suis dit, mais en fait, si j'essaye un peu de mettre de l'ordre dans tout ce que cette entreprise fait, c'est là où on peut essayer de faire le lien, en fait, avec cette idée d'action robuste. Donc, l'action robuste, hein, juste pour vous rappeler, c'est un peu cette conjonction de ces trois actions stratégiques autour de l'architecture participative, l'expérimentation distribuée, la multivocité du discours. Et effectivement, je me suis rendu compte un peu dans mes travaux, en essayant de confronter cette théorie à toutes les données que j'avais accumulées pendant mes 4 ans de thèse, qu'effectivement, je retrouvais en fait ces trois actions stratégiques qui étaient effectivement mises en œuvre conjointement et qui avaient pour but en fait de faire en sorte que l'entreprise bâtisse une stratégie d'action robuste pour contribuer aux objectifs qu'elle s'était fixés, c'est-à-dire ces fameuses contributions sociétales. Et là, effectivement, je voyais une entreprise qui mettait en place beaucoup d'expérimentations, notamment autour de son savoir écologique. Par exemple, hop, ici, quand on regarde un peu toutes les expérimentations que l'entreprise menait, bah, elle essayait d'innover sur son agencement pour qu'il soit le plus écologique possible. Elle essayait d'innover sur son management, qu'il soit le plus participatif, le plus ouvert possible. Et elle innovait aussi sur ses locaux et sur la, le design et la construction même de son usine. Et donc, pour moi, c'était une entreprise qui lançait un petit peu tout un tas d'actions, tout un tas d'expérimentations qui étaient en fait des expérimentations très locales, hein, autour de son activité, autour de son management, autour de sa construction, autour de son usine. Et l'organisation d'entreprise cherchait à chaque fois qu'elle expérimentait quelque chose de se raccrocher à des labels, à des noms. Donc là, on peut avoir le PEFC, c'est un label qui garantit que vous prenez du bois issu de forêts gérées durablement. Des entreprises qui a beaucoup fait d'expérimentation autour de son agencement en lien avec des acteurs comme l'ADEME, pour justifier aussi le fait que toutes les expérimentations qui étaient mises en place étaient effectivement pertinentes d'un point de vue social et contribuaient effectivement à des enjeux de société. Même chose pour le management. Une entreprise qui cherche à théoriser son modèle de management autour de l'holacratie, ça veut dire une entreprise qui cherche à avoir un modèle de management qui se base sur l'intelligence collective, la prise de décision collective, et se base sur des autorités qui sont complètement distribuées dans l'organisation. Et quand moi, je suis arrivé en thèse, ils sont aussi allés chercher un petit peu cette espèce d'attestation de la pertinence de leur expérimentation. Puisque moi, au départ, quand je suis arrivé en thèse, je devais étudier les effets de ce fameux modèle de management holacratie sur l'entreprise. Et même chose pour la construction de l'éco-usine, où ils sont allés chercher des labels spécifiques qui démontraient qu'ils étaient sur la bonne voie, en fait, si vous voulez. Et donc, ils multiplient comme ça les expérimentations pour, quelque part, multiplier leur impact sur la société. Deuxième stratégie, cette histoire d'organisation ouverte, d'architecture participative, de structure. Là, je l'ai beaucoup vu à travers cette idée-là. C'est-à-dire que
la manière dont l'entreprise Ulteria a structuré un petit peu son organisation, je vous mets ici de manière plus grande, hop, c'est qu'elle a cherché en fait à constituer un écosystème à mission. Et l'idée, c'était de dire, nous, entreprise, on a un écosystème, on a une mission qui est celle de créer des écosystèmes créateurs de valeur pour l'homme et le vivant, qui est leur mission principale. Et derrière, ils vont se dire, bah, on a en gros 4 grands domaines d'activité pour réussir à rendre opérationnelle cette mission-là, autour des domaines du travail, des domaines de la formation, de la transmission, de l'alimentation, de la création du lien. Et on va créer ensuite un espèce de réseau d'organisation, de réseau de mission, avec des membres, des organisations qui sont membres du groupement Ulteria, donc ici toutes celles qui sont à l'intérieur des frontières du carré que j'ai dessiné. Et on va pouvoir comme ça penser des liens où on va assigner à chacune des organisations des missions spécifiques, que ce soit autour d'un certain type d'agencement, que ce soit autour du développement de produits vrac, etc. Et on va pouvoir en même temps réfléchir à des liens qui nous lient avec des organisations qui sont en dehors d'Ulteria, et donc qui sont au-delà des frontières que j'ai fixées. Et donc de cette manière-là, à mon sens, on voit bien un peu dans la manière dont les historiens ont dessiné le réseau de com de Médicis là, et des Médicis. Bah ici, on a une entreprise qui essaye de penser son réseau avec des compétences, des forces qu'elle a en interne pour concevoir et pour contribuer aux enjeux de société qu'elle s'est fixés, et en même temps pouvoir désigner des acteurs extérieurs avec qui elle va pouvoir avoir des liens privilégiés. Ça peut être des participations croisées, par exemple, d'actions. Ça peut être des partenariats autour de la création de brevets, de la création de produits innovants, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle le fait donc dans différents domaines d'action, dans différentes missions que l'entreprise s'est fixées. Hop, si je reprends ici. Et troisième action que l'entreprise mettait en avant, c'est cette construction d'un discours complètement multivoque. C'est-à-dire bâtir un discours, un peu une sorte de storytelling de l'entreprise, qui lui permettait comme ça de pouvoir parler à des publics très différents et de pouvoir se positionner comme un acteur clé de la transition ou de la contribution à des enjeux de société. Et là, hop, pour ça, j'ai pris pas mal de leurs discours que les salariés, les entrepreneurs pouvaient faire, soit aux salariés en interne, soit aux acteurs politiques, soit aux acteurs économiques. Et j'ai essayé de les analyser. Et je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait une espèce de structure du discours qui était toujours la même et qui permettait d'assurer cette multivocité. Et tous les discours qu'ils pouvaient avoir sur la vie de l'entreprise, son développement, leur vision stratégique, etc., mettaient en permanence 3 dimensions, contenaient 3 dimensions clés. C'est cette idée que le monde est en train de changer, qu'on est à l'aube d'un grand changement. Donc, il y a besoin de changer de paradigme, il y a besoin de changer les secteurs économiques et la manière dont les entreprises produisent ou vendent leurs produits. La deuxième dimension des discours, c'était cette idée d'embrasser une vision systémique du développement de l'entreprise. Donc l'entreprise se posait vraiment comme une entreprise qui savait travailler avec toutes les entreprises, même si elles avaient des affinités, des valeurs qui pouvaient être un petit peu différentes. Et ils se voyaient vraiment comme ce qu'ils appelaient des intégrateurs de solutions. Donc dans leur discours, ils se posent comme des acteurs qui vont être en mesure de faire parler les uns les autres, à la fois les start-upers, à la fois les grandes entreprises bien implantées, à la fois les politiques, à la fois les artistes, etc. Et qu'ils vont pouvoir faire dialoguer un petit peu tout ce beau monde pour pouvoir construire finalement une vision systémique de leur développement et de leur contribution aux enjeux de société. Et hop, troisième élément, c'est cette idée un petit peu de devenir une espèce de référence, que l'entreprise devienne une espèce de référence dans ses domaines d'activité. Et derrière ça, il y a cette idée que Ulteria, en fait, embrasse ou incarne un changement qui est d'abord un changement local. Et notamment ici, dans le verbatim que vous avez à l'écran, on voit l'entreprise qui dit, alors nous, on a notre ingrédient secret, notre force un peu, c'est
ils appellent Saint-Brie. Saint-Brie, c'est cet écosystème où ils ont mis côte à côte une usine, une école, une chèvrerie, etc. Et c'est là où ils disent, mais Saint-Brie, c'est l'incarnation du changement un peu des entreprises au niveau local. Et ils appellent ça un aimant à entrepreneurs engagés, une espèce de source d'inspiration. Un endroit où les gens peuvent venir, d'où qu'ils viennent de la grande entreprise, de la PME, du monde de la bio, ou du journalisme, ou du domaine de l'art. Ils peuvent venir dans leurs locaux à Saint-Brie, dans leur écosystème, et ils peuvent venir s'inspirer sur finalement le monde du travail de demain, qui effectivement contribue un peu qui essaie de contribuer au maximum à des enjeux de société. Et donc, si vous voulez, leur discours était en permanence un petit peu teinté de ces trois dimensions-là. Et c'est là où moi, je voyais effectivement une forme de multivocité, parce que quand vous aviez ce discours en face de vous, bah, vous ne pouviez finalement qu'adhérer un peu à leur projet de société. Et donc, vous pouviez toujours y voir ce que vous aviez envie d'y voir. Le maire y voyait un développement local. Le monde de la bio, il voyait une start-up, une entreprise dynamique qui cherchait à développer tout ce marché du vrac et donc un potentiel de marché énorme. Les coachs, par exemple, ou les entreprises spécialisées dans la transformation du management, ils voyaient une entreprise un peu modèle, un peu référente dans ce qu'ils essayaient de vendre. Donc, vous voyez, il y avait tout un tas d'acteurs qui pouvaient assez facilement se fédérer autour de ce projet de société. Et hop, dernière dimension, et je finirai là-dessus, de l'action robuste. Là, on retrouve les trois dimensions finalement classiques de Paget et Ansel et de Ferraro en management stratégique. Et dans mon travail de thèse, j'ai essayé en fait de mettre en avant une quatrième action qui pour moi semblait relever de l'action robuste, mais qui serait à discuter en fait avec les collègues du monde du management stratégique. C'est que je voyais aussi une entreprise qui teintait beaucoup ses actions, son discours, d'imaginaire, et d'imaginaire qui était multiple. Et c'est cette stratégie-là que j'ai appelée un peu panthéonisation des imaginaires, où je vois une entreprise qui agrégeait dans ses activités, dans ses discours, etc., énormément d'imaginaires qui permettaient d'alimenter dans le temps l'idée que l'entreprise elle-même constituait une sorte d'utopie réelle qui permettait de contribuer à des enjeux de société. Et là, hop, pour vous donner quelques exemples, c'est aussi beaucoup à travers l'analyse des discours que j'ai pu faire, que je voyais une entreprise qui cherchait en permanence à justifier ses activités, ses expérimentations, à l'aune d'utopies ou d'imaginaires qui pouvaient être multiples, à la fois translocales, écologiques, biologiques, mais aussi économiques. Et donc, moi, je voyais aussi cette activité-là comme un moyen, finalement, pour l'entreprise de manière permanente, un peu de justifier ses actions, ses activités, dans le but d'alimenter dans le temps ces différentes dimensions de l'action robuste et de montrer, bah, regardez, nous, ce qu'on est en train de faire en tant qu'entreprise, c'est essayer de construire un futur qui est désirable. Et donc, c'est un des rôles, hein, on sait, de l'imaginaire, c'est de projeter les gens dans un futur. Et donc, en combinant comme ça tout un ensemble d'imaginaires, bah, on peut espérer toucher le plus de monde possible. Et donc, pour terminer, bah, pour moi, voilà, on a bien, Ulteria constitue un cas assez intéressant d'organisation, d'entreprise qui cherche à mettre en place une stratégie d'action robuste pour contribuer à des enjeux de société, puisqu'on retrouve en fait les trois dimensions de l'action robuste: multivocité, architecture ouverte, expérimentation en lien avec des grands défis, qui essayent de se maintenir dans le temps par cette évocation, par cette panthéonisation, j'ai appelé ça comme ça, des imaginaires qu'on peut retrouver dans chacune des actions stratégiques d'action robuste que l'entreprise a essayé de mettre en place. Hop. Alors, je ne sais pas si... Ah, mais... Ouais, voilà. Vous m'entendez? Oui. Donc, ouais, voilà un peu ce que je pouvais dire à ce stade sur cette entreprise-là. Désolé, j'espère que je n'ai pas été trop rapide ou quoi. J'ai vu que le temps filait un peu, mais si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part. Déjà, merci. Merci. Alors, en dépit de votre hypoglycémie, est-ce qu'il y a des questions, réactions? Je vous donnerai plus de temps Ah, pour il est déjeuner. midi Après. 30.
Est-ce qu'il y a des questions, réactions? Passe, Malhervier. Hop. Non, c'est bon, le monde est sauvé. Ulteria est là. Ouais. Enfin, va peut-être falloir parler un peu plus fort. Est-ce que tu as vu ce mode de fonctionnement dans d'autres entreprises? Est-ce qu'il y a d'autres écosystèmes? Est-ce que c'est... Pour l'instant, pas trop, je dois dire. Je pense que dans le monde de la bio en général, c'est un secteur qui est assez propice à ça, parce qu'il y a déjà des objectifs environnementaux, sociaux qui font partie de l'ADN un peu du secteur. Donc je pense qu'on pourrait retrouver ce type de stratégie dans ce secteur-là. Parler un peu fort. Ouais, moi j'entends pas très bien. Bon, je répéterai. Ouais. Est-ce que c'est un peu comme une entreprise libérée? Est-ce que ça adopte les mêmes styles? Holacratie, est-ce que c'est un peu de l'entreprise Oui, libérée? oui. C'est ce que Nous, c'est différent? avec les collègues, on travaille beaucoup sur ces mouvements d'entreprise libérée, holacratie. On associe ça un peu à la même mouvance. Et c'est un peu le pendant managérial, en fait, de la stratégie d'action robuste. C'est-à-dire dans cette idée de construire une organisation ouverte, une architecture participative, il faut construire cette organisation ouverte à l'intérieur de l'entreprise. Donc, des dispositifs comme entreprise libérée ou la CRACI permettent de le faire à l'intérieur de l'entreprise. Et après, il faut faire en sorte que l'entreprise ouvre un peu son réseau aussi à à des organisations extérieures. Et là, ces idées de mission, c'est pour ça que j'ai parlé d'écosystème à mission un peu, sont assez intéressantes pour essayer de construire justement ce réseau d'entreprises euh, qui font partie de l'environnement de l'entreprise d'Ultaria en l'occurrence, et qui permet de tisser des liens qui sont beaucoup plus forts. Ou dans des écosystèmes ou dans des réseaux? Ouais. Euh, Est-ce que cette entreprise de Solvenir, elle s'était fixé des limites dans sa croissance? C'est ça, enfin un peu dans son idéal d'entreprise durable, elle a fixé des limites dans sa croissance, mais du coup, comment elle gère un peu ses extensions avec l'établissement d'une ferme, d'une école, etc. Est-ce qu'elle régule sa croissance selon, on va dire, les projets qu'elle a? Et là, pour le moment, si j'ai bien compris, elle n'a pas trop de concurrence sur son secteur en France, en tout cas dans l'ameublement de magasins bio. Et donc, est-ce qu'elle pourrait tenir face, par exemple, à un concurrent plus agressif que l'américain qu'on avait vu? Alors, c'est une super question, la question de ses limites. La question des limites, parce qu'elle a traversé. En fait, on voit bien que les organisations, elles sont pas à l'aise avec la question des limites. Et moi, je vois ça comme on a effectivement aujourd'hui les scientifiques du système Terre qui nous disent, bon, il y a des limites planétaires. Et quand on pose la question aux organisations, elles sont pas du tout à l'aise avec. Et on voit que ça leur pose question. Dans mon cas, c'est beaucoup venu en avant avec cette idée de small is beautiful. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est cette idée justement qu'il y aurait une espèce de taille optimum des organisations et qu'il ne faut pas la dépasser parce que c'est à partir du moment où on dépasse cette taille un peu optimale, optimum, que les emmerdes arrivent, quoi. On commence à avoir des impacts, des pollutions, etc. Et cette idée du small is beautiful, elle est extrêmement liée à l'idée de l'apparition de la bio dans les années 50-60 en Amérique du Nord. C'est en fait face à la réaction un peu de ces grandes fermes, de ces giga-fermes qu'on pouvait trouver en Amérique du Nord, où vous aviez en gros un fermier qui pouvait gérer tout seul avec ses tracteurs et son attirail des milliers d'hectares, que vous avez des alternatives qui sont arrivées et qu'on dit mais c'est n'importe quoi, on jette comme ça des pesticides sur de la terre, on bouffe des trucs qui sont complètement pourris ou pollués, et donc il faut qu'on se pose la question de la taille de nos activités. Et donc, euh, le fait qu'ils évoluent en fait dans ce monde de la bio les a fait se poser la question de ses limites. Euh, Ils l'ont pas complètement résolu. Je dirais qu'ils ont essayé de le résoudre de deux manières, ou en tout cas ils l'ont contourné de deux manières, cette question des limites de leur activité. D'abord, ils revendiquaient en permanence cet ancrage rural. Donc en fait, ils disaient, mais nous, on nous pose nos questions de nos limites alors qu'on est dans des zones qui sont économiquement sinistrées. Et donc, ils disaient, ils tournaient un peu autour du pot, quoi. Ils disaient, bah, déjà, nous, on amène de l'activité dans des zones rurales qui sont sinistrées économiquement. Donc, en fait, si on arrive à croître
c'est extrêmement bien pour le territoire. Donc voilà, en gros, nous emmerdez pas là-dessus. Et le deuxième élément de réponse un peu qu'il donnait, élément de justification qu'il donnait, c'était sur cette idée du vrac. Et en fait, il disait, bah, nous, on ne vient pas forcément croître pour faire de l'activité économique en plus. On va essayer de remplacer les modalités d'usage du monde de la grande distribution, notamment vis-à-vis de l'emballage. Et donc, ils étaient dans une logique plus de remplacement que de croissance. Donc, voilà, je ne sais pas si je réponds, mais en tout cas, ils n'étaient pas très à l'aise avec cette question des limites. Et ils ont essayé d'y répondre de manière un peu éthique, mais sans répondre au fond de la question pour moi. Ok, merci pour la croissance. Et du coup, par rapport à la concurrence, est-ce que c'est enfin, en France, là, on a vu qu'ils n'avaient pas trop de concurrents pour le moment. Ils étaient plus ou moins tout seuls là, dans le meublement de magasins bio. Là, le seul concurrent qu'on a vu, on va dire, c'était l'américain, mais qui n'était pas très agressif. Il a fait une proposition, on va dire. Est-ce que ce genre de business pourrait tenir, on va dire, face à un concurrent qui cherche à s'insérer dans ce marché avec beaucoup plus de ressources? Par exemple, une grande compagnie qui essaye de passer dans le bio, des choses comme ça. Alors, le marché du bio a connu vraiment un gros trou d'air suite au Covid et à la montée des matières premières. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un marché qui est très regardé par la grande par des acteurs plus gros. Et l'américain, bah, pour l'instant, à mon avis, il n'a pas réussi à rentrer parce que c'est quand même un marché qui fonctionne beaucoup aujourd'hui sur des réseaux de personnes. En fait, c'est quand même un marché qui est assez petit, hein. C'est un marché de niche, la bio. Donc tout le monde se connaît. Et je pense que si un Américain venait aujourd'hui, demain, typiquement le concurrent américain venait essayer de s'implanter, etc., je suis pas sûr qu'il serait très très bien vu en fait par les acteurs français de la bio. Parce que ça fait un peu, voilà, c'est l'image du capitalisme américain dans toute sa splendeur. Et donc, c'est une image Ouais, contre mais laquelle les valeurs de la bio essayent un peu de lutter. dans la métaphore de l'écosystème, c'est donner l'impression que les rapports commerciaux et stratégiques sont plus uniquement du marché de la concurrence et du contrat, mais aussi du partenariat, de la convergence de valeurs. Mais je pense que là où la question se pose, et elle est importante, c'est là, avec le Covid, le confinement, l'augmentation du coût des matières premières, l'inflation, ils ont un trou d'air. Du coup, pour survivre, il y en a quand même quelques-uns qui vont essayer de faire 2, 3 économies quelque part. À quel point est-ce que tu penses que la force des liens à l'intérieur d'un écosystème, convergence de valeurs, éthique commune, etc., peut survivre à l'agressivité de la concurrence d'un acteur opportuniste? C'est-à-dire, tu dis, il serait Ouais, mal vu. je pense que Est-ce que tu penses que ça peut vraiment tenir? C'est-à-dire, du coup, tant qu'on ne respecte pas les valeurs et qu'on n'a pas le même modèle d'affaires, on ne fera pas du business avec toi, même si tu es moins cher. Euh, voilà, est-ce que tu penses vraiment que ça ouais, peut tenir et que du coup, ça crée des écosystèmes qui sont plus dans des logiques de marché et de concurrence, mais dans des logiques d'alliance et de partenariat? je pense que la question des valeurs est primordiale dans le marché de la bio et les acteurs en fait qui passeraient outre ces valeurs, c'est-à-dire iraient chercher de l'agencement métal, hein, par exemple, ou de l'agencement en bois, mais de bois de mauvaise qualité, mélaminé, dans lequel il y a plein de produits chimiques et de colle. Ils sortiraient en fait de facto de ce monde-là. Euh, je pense que vraiment la question de l'agencement en bois massif dans les magasins bio et d'avoir des rayons vrac, c'est identitaire pour ces marchés. Et donc, s'ils ne le font pas, euh, c'est mort. Et je pense que la seule façon en fait, avec laquelle on pourrait baisser les coûts, c'est effectivement en achetant soit des agencements métal, soit des agencements en bois mélaminé. Et là, à mon avis, on sortirait de cette logique identitaire, quoi. Donc, l'écosystème Ouais. protège quand même les différentes entreprises à l'intérieur. Théoriquement, oui, et à condition que les consommateurs suivent. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le problème, en fait. Encore une question. Ouais, De ce que j'ai compris, donc ils sont un peu porteurs de vision quand même, enfin un peu tout leur marketing et leur se base quand même sur une vision de la société, sur un tournant qui est imminent. ouais. Mais en même temps, vous nous dites donc que c'est très niche comme secteur et que
ça marche et qu'ils ont le monopole grâce à leur réputation dans le milieu biologique qui est très fermé au final, enfin qui est assez entre eux, on va dire. Mais ils ont quand même vocation à vouloir étendre leur vision, on va dire, de façon plus large. Ils n'ont pas non plus envie que ça reste sectorisé. Mais comment on peut envisager, on va dire, cette évolution? Déjà, est-ce que c'est amené à vraiment se répandre, cette idéologie? Peut-être oui, en fonction des événements du coup, qui arrivent. Mais, et dans ce cas-là, comment on peut voir l'évolution d'un marché qui comptait sur sa caractéristique de niche, dans le cas où ça se répandrait, par exemple, en raison des événements planétaires qui arrivent? Alors, est-ce que cette vision de l'entreprise, comment dire, elle continue à vivre? Je sais pas. Peut-être qu'aujourd'hui, à la faveur de l'actualité, etc., j'ai l'impression qu'on vit peut-être une forme de contre-révolution, notamment avec les élections de Trump, etc., où on voit quand même que ce modèle d'entreprise un peu tourné vers le bien commun, etc., il est un peu battu en brèche, quoi. Ça, je sais pas ce que ça va pouvoir devenir. Est-ce que ce modèle va pouvoir continuer à se développer ou pas? Et le deuxième aspect de la question, c'est effectivement, je pense qu'ils ont cette volonté de croître, de faire en sorte, moins que sur leur marché, que cette idée du marché en vrac, de l'agencement écologique, etc., puisse se développer. Mais là, enfin, force est de constater que depuis que j'ai fini ma thèse, ils ont beaucoup de mal à pénétrer sur les plus grands acteurs du marché, qui sont la grande distribution. Ils ont beaucoup de mal à imposer ce type d'agencement ou ces valeurs dans l'agencement de magasins, dans la grande distribution, parce que je pense des logiques de coût et de profit qui continuent de dominer, quoi. Oui, pas de valeur. Ouais. Donc de marché et de concurrence et pas d'écosystème et de partenariat. Ouais, beaucoup moins, ouais. Je crois que l'hypoglycémie a vaincu. En tout cas, merci beaucoup, Mathieu, pour ta participation et pour toute ton analyse et ton apport. Merci Merci. beaucoup à vous, hein. Merci pour vos questions et puis bon appétit et bon après-midi encore de cours. Merci. À Au bientôt. revoir.